À Montaigne, conférence sur le chapitre 23 des Essais de la coutume, mardi 23 mars 2021. Alors ce chapitre de la coutume est à la confluence des trois grands bouleversements qui sont à l'origine des essais, c'est-à-dire le bouleversement apporté par l'humanisme, celui qui est lié aux grandes découvertes, et enfin celui de la réforme. La réforme, j'entends la réforme protestante, évidemment. Voilà. Et on peut dire que les essais sont à bien des égards l'écho philosophique de ces trois grands bouleversements. Je commencerai par une citation que j'avais livrée dans les documents que Didier a bien voulu vous expédier, citation qu'on trouve dans le premier chapitre des essais, donc il y a une valeur inaugurale. Sauf que quand on lit ce premier chapitre, qui est très anecdotique, on risque de la manquer parce qu'elle est comme peut-être à dessein, comme cachée, alors qu'elle donne le ton de l'ensemble de l'ouvrage. Je vous la lis. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé dit fondé, jugement constant et uniforme. Fin de citation, donc c'est le premier chapitre. Ça a été écrit dans la version d'origine, donc en à peu près 1572. Et pour comprendre cette citation, il faut commencer par la fin. Il est malaisé de fonder sur l'homme un jugement constant et uniforme. En fait, ça nous montre ce que voudrait faire Montaigne, enfin ce qu'il aurait peut-être voulu faire, ce que l'humanisme assurément a voulu faire, c'est-à-dire donner une définition de l'homme. Jugement constant et uniforme, c'est-à-dire regarder les hommes dans leur diversité et puis essayer de les rassembler dans un concept à partir de ce qu'ils ont de constant et d'uniforme. Voilà, porter jugement constant et uniforme, voilà ce que ça veut dire. Donc essayer de déterminer un concept de l'homme et par conséquent une définition aussi bien. Or, que se passe-t-il lorsqu'on se met à une telle recherche, quand on s'attelle à une telle recherche, eh bien, on trouve exactement l'inverse de ce qu'on voulait obtenir. On trouve un sujet, ici c'est l'homme, le sujet, merveilleusement, c'est-à-dire étonnamment, étonnamment vain, divers et ondoyant. Vous voyez que divers s'oppose à constant et à uniforme, pardon, tandis que ondoyant s'oppose à constant. Ondoyant, c'est ce qui est à la nature de l'onde, c'est-à-dire de l'eau qui coule. Hein, donc c'est l'inconstance ici. Et divers, évidemment, s'opposant à uniforme. Voilà, on trouve exactement le contraire de ce qu'on voulait. Et au fond, le concept, c'est-à-dire la boîte intellectuelle dans laquelle on voulait rassembler tous les hommes à partir de leur caractère commun, cette boîte reste vide. Ce que veut dire le mot vain d'ailleurs, vanus en latin, le français de Montaigne est toujours très proche du latin, et vanus, ça veut d'abord dire vide. Alors après, ça veut dire différentes choses, évidemment, la présomption, la vanité, etc. Mais ici, c'est vide. Voilà. Alors, voilà, on a vu ce que signifie cette formule, elle donne le ton des essais. Maintenant, sa portée c'est de s'attaquer dans une certaine mesure à l'humanisme, dont à la fois Montaigne est l'héritier, et en même temps par rapport auquel il prend des distances. Il est à la fin de la période, lui. Il est dans les années 70, 90 du XVIe siècle, et il est plutôt dans la fin de la grande période humaniste. Et donc, l'humanisme se voudrait une conception du monde qui place l'homme au centre et l'homme serait en quelque sorte à la fois d'une certaine manière le principe du monde et son propre principe à lui-même. Et sauf que pour être son principe, pour être principe de quoi que ce soit, il faudrait peut-être que l'homme possède et soit capable de posséder, de déterminer sa propre définition, de savoir simplement qui il est. Et ma foi, il est incapable de se définir. Voilà ce que dit Montaigne d'entrée dans les essais. Il est incapable, l'homme, de se définir. Il est incapable du coup, parce que dans l'idée de définir, il y a l'idée de délimiter. Il est du coup, et de délimiter les autres choses. Et donc l'homme est incapable à la fois de se définir et de trouver sa mesure. De trouver sa mesure. Et Montaigne fait à un moment donné, au deuxième livre, chapitre 12, une référence à Protagoras, la fameuse formule de Protagoras que les humanistes avaient volontiers reprise à leur compte. L'homme est la mesure de toute chose.
Et il dit ceci, je cite, Protagoras nous en contait de belles histoires, faisant l'homme la mesure de toute chose, alors qu'il ne sut jamais seulement la sienne. C'est-à-dire que l'homme est incapable de connaître sa propre mesure. Voilà. Donc le thème est lancé. Je crois que vous avez un peu étudié l'apologie de Raymond Sebon, et bien entendu, c'est aussi la grande leçon de l'apologie. Donc l'homme n'est pas au principe de sa propre vie, il est incapable de donner sa propre définition, et il y a quelque chose donc qui lui est extérieur, qu'il ne maîtrise pas, mais par quoi il est entièrement formé, qui se charge de lui, si je puis dire, qui est son véritable principe. Et ce quelque chose, vous avez deviné que c'est la coutume. Je cite, et là vous l'avez au paragraphe 13 du texte que je vous ai fourni, avec une numérotation de paragraphes qui ne doit rien à Montaigne, ça sert juste à se repérer. Et donc Montaigne écrit ceci, somme à ma fantaisie, c'est-à-dire selon moi, il n'est rien qu'elle, la coutume, ne fasse ou qu'elle ne puisse, et Pindare l'appelle avec raison à ce qu'on m'a dit. La reine est ampérière du monde, donc impératrice ampérière du monde, voilà, fin de citation. Et j'en ai une autre citation que je ne vous avais pas communiquée, elle se trouve au livre 3, au chapitre 13, le dernier des essais, le plus beau chapitre sans doute. Cette citation est la suivante. C'est à la coutume de donner forme à notre vie, telle qu'il lui plaît. Elle peut tout en cela. C'est le breuvage de Circé qui diversifie notre nature comme bon lui semble. Voilà, fin de citation. Donc, Circé, c'est la magicienne qui transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Donc, elle avait cette vertu, Circé, de pouvoir donner toute forme, de pouvoir métamorphoser de toutes les façons les êtres sur qui elle prenait pouvoir. Donc la coutume est comme Circé, la magicienne, qui donne forme. Elle donne forme, les formes les plus diverses aux hommes. C'est la coutume donc qui dépossède, dans une certaine mesure, on pourrait le dire, qui dépossède l'homme de lui-même, et, dit le premier paragraphe, les premières lignes du chapitre, c'est une, je cite, violente et traîtresse, maîtresse d'école. Pourquoi violente? Violente parce qu'elle dénature. Il faut ici comprendre la violence au sens qu'on voit chez Aristote, et violence qui va contre la nature. Et ici, donc, elle dénature, oui, elle enlève ce qui pourrait être nature en l'homme, elle l'enlève, elle l'efface, elle le modèle à sa façon. Bon, ça, c'est une chose. Voilà en quoi elle est violente. Pourquoi est-elle traîtresse, cette maîtresse? Eh bien, elle est traîtresse parce que la coutume s'installe insensiblement dès les premiers instants de la vie, de telle sorte qu'au moment où on s'aperçoit de son existence, si on a lieu de le faire d'ailleurs, au moment où on s'aperçoit, parce que la plupart du temps, elle se fait passer pour nature. Donc, au moment où accidentellement on s'aperçoit de son existence, eh bien, il n'est même plus question de pouvoir s'en défaire. Donc, c'est le phénomène, bien sûr, de l'accoutumance, ou assuéfaction, comme vous avez dans le texte également. Je cite, paragraphe 16 cette fois-ci, le principal effet de sa puissance, donc de son pouvoir, c'est le thème du pouvoir de la coutume, c'est de nous saisir et empiéter, de nous empiéter, de telle sorte qu'à peine soit-il en nous, c'est-à-dire qu'à peine pouvons-nous nous ravoir de sa prise, à peine sommes-nous capables de nous ravoir de sa prise et de rentrer en nous pour discourir et raisonner de ses ordonnances. Voilà, fin de citation. Et cette citation que j'avais reportée sur le document que vous avez en votre possession, cette citation suscite tout de suite, je crois, deux questions. D'abord, la formule « à peine soit-il en nous », c'est-à-dire « à peine avons-nous la capacité de ». Ça veut dire il est presque impossible de nous ravoir, de nous reprendre de la prise de la coutume. Il est presque impossible. Presque, ça veut dire que quand même, il y a une marge de possibilité. Et simplement, on va se demander si la coutume nous forme, si elle nous forme intégralement, comme il lui plaît, à sa guise, comment est-il possible alors de s'en retirer en quelque sorte? Bon, ça c'est la première question, mais je l'examinerai tout à l'heure. La deuxième question, il est dit dans cette citation qu'il nous est presque impossible de rentrer en nous, rentrer en nous. Et moi je pose la question, mais de quel nous s'agit-il? Ou alors si on parle à la première personne, de quel moi pourrait-il s'agir? Y aurait-il eu en effet un moment où un moi
indépendant de la coutume, aurait pu naître et se manifester. Et alors à ce moment-là, est-ce que le moi en question, ce ne serait pas tout simplement celui du nouveau-né qui n'est pas encore pris en charge? Mais en fait, il l'est déjà, on pourrait encore le dire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce moi qui serait indépendant de la coutume? Où serait-il donc, hein? On peut dire donc que la coutume est aliénante, oui, elle nous rend étrangers à nous-mêmes. Bon, voilà ce que veut dire aliéner, aliénus, hein, c'est l'étranger. Donc elle nous rend étrangers à nous-mêmes, elle nous dépossède de nous-mêmes, très bien, sauf qu'on ne voit pas très bien ce que c'est que ce nous ou ce moi qui aurait été dépossédé, où existe-t-il, quand a-t-il existé, etc. etc. Donc c'est, voilà. Alors là, je réponds tout de suite à cette question. Eh bien, en réalité, je crois que le moi en question, dont parle Montaigne, ce n'est pas une chose justement qui existerait ou qui préexisterait quelque part. Il ne peut, ce moi, hein, il ne peut avoir aucune substance, aucune forme, puisque, on l'a dit, et Montaigne le répète à loisir, c'est la coutume qui donne forme. C'est la coutume qui donne forme à sa fantaisie, comme il dit. Donc il n'y a pas de moi qui précède la coutume, en quelque sorte, hein. Le moi, il est formé par la coutume. Bon, donc il saurait, de ce point de vue-là, être le moi qui est aliéné. Bien. Et si on a compris cela, que le moi donc n'est pas une substance, hein, quelque chose qui préexisterait, alors peut-être peut-on comprendre le fameux mot d'ordre des essais tout entier, puisqu'il se trouve dans l'avertissement au lecteur. Je ne sais pas si vous l'avez bien à l'esprit, c'est un tout petit texte un peu ironique, mais dans lequel Montaigne dit d'emblée, je cite, car, dit-il, c'est moi que je peins, car c'est moi que je peins. Voilà. Eh bien, ce moi, il n'est pas donné. Il n'est pas donné de telle sorte qu'il ne resterait plus qu'à en faire le portrait, en quelque sorte, hein. Le peintre s'installerait devant le moi qui est déjà là, et puis il ferait une copie. C'est pas du tout comme ça, je crois, qu'il faut voir la chose. En réalité, c'est au contraire le portrait qui va fabriquer le moi. C'est en se peignant que Montaigne va faire advenir, je ne sais pas comment dire ça, c'est en se peignant que Montaigne va faire advenir ce fameux moi. Il va le fabriquer en un certain sens. Se peindre, c'est donc se peindre, c'est moi que je peins. C'est la même chose que s'essayer, pour reprendre le terme, le verbe qu'emploie Montaigne, qui est correspondant aux essais de Montaigne, s'essayer, c'est-à-dire s'éprouver soi-même, éprouver son jugement, faire l'essai de son jugement, comme il dit. Et il a cette fameuse formule au livre 2, chapitre 18 des essais, c'est dans la dernière version, donc après, c'est une version posthume, il écrit ceci, fameuse formule, je cite, « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur ». Fin de citation. Donc vous voyez qu'on n'a pas cette idée d'un moi qui serait quelque part et dont on constaterait l'existence, dont on décrirait les traits. Non, ce moi, c'est le livre même, les essais, c'est l'exercice du jugement qui le constitue. J'en reviens à la question que j'ai laissée provisoirement de côté, c'est-à-dire la question de l'aliénation. On a dit que la coutume est aliénante et il va donc s'agir de faire émerger un moi. Bon, vous avez compris un peu de quoi il s'agissait. Faire émerger un moi qui va se fabriquer au fond contre elle, contre la coutume, par l'exercice du jugement. L'exercice du jugement, constant exercice du jugement dont les essais font la preuve. Et je lis ce que vous avez, paragraphe 24, le sage, dit Montaigne, doit au-dedans retirer son âme de la presse. Alors la presse, ça veut dire la foule. Et la foule, c'est la foule coutumière, hein, c'est la coutume aussi bien d'ailleurs. Le sage doit au-dedans retirer son âme de la presse et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses. Je répète, la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses. Fin de citation. Donc voilà, le programme est tracé, il faut se retirer. Alors les verbes sont multiples chez Montaigne pour dire cela, se retirer, se ravoir, se reprendre, se déprendre. De quoi? Eh bien, de la violente et traîtresse maîtresse d'école, vous vous souvenez de la citation de tout à l'heure qui était au début du texte. Soit, mais comment?
D'abord, je crois qu'il y a deux grands procédés, je vais aller vite sur le premier. D'abord, le premier procédé, et il est un petit peu accidentel au fond. On peut l'amplifier, mais c'est d'abord un accident. L'accident, c'est le choc. Le choc qui a été créé par la découverte d'un nouveau monde ou de plusieurs nouveaux mondes en quelque sorte. C'est la découverte évidemment d'autres peuples avec d'autres usages et ce sont ces rapports de voyageurs que Montaigne a pu lire et qui se sont ajoutés à ce qu'il a pu lire par ailleurs chez Hérodote, chez les Grecs par exemple. Et donc c'est ce choc de la diversité qu'il va s'appliquer, Montaigne, je veux dire, à systématiser, comme vous l'avez vu au paragraphe 12 de notre chapitre, où il fait une sorte de catalogue vertigineux et apparemment totalement désordonnées des différentes coutumes dans ce qu'elles peuvent avoir de plus étonnant, de plus monstrueux, de plus drôle, etc., etc. Donc c'est le catalogue, le fameux procédé du catalogue des usages, procédé sceptique, qui vise à produire, vous l'avez deviné, un effet de relativisation. Parce que Montaigne a en plus l'habileté un petit peu ironique de glisser quelques-unes de nos coutumes parmi celles des, entre guillemets, sauvages. Donc ça, c'est le premier moyen de gagner, de regagner la liberté du jugement, de se défaire de l'emprise de la coutume, c'est d'opposer coutume à coutume et de faire le catalogue des usages les plus divers. Et puis le deuxième procédé, là j'insisterai un petit peu plus, c'est de compter sur la raison d'une certaine manière, et vous allez voir, de la faire jouer contre elle-même. La raison est essentiellement une puissance de justification. La raison, c'est ce qui donne des raisons, c'est ce qui donne raison, c'est ce qui cherche des raisons, etc. Des raisons à quoi, me direz-vous? Eh bien, au fond, à n'importe quoi, insiste Montaigne. La raison est employable à toute fin. À n'importe quoi, pourvu qu'on y tienne d'une certaine manière. C'est ainsi qu'elle va s'employer, la coutume, la raison, pardonnez-moi, c'est ainsi que la raison va s'employer à justifier la coutume. Je cite le texte, je ne sais pas si vous l'avez vu, paragraphe 9, cette formule un petit peu étonnante. J'estime, dit Montaigne, qu'il ne tombe en l'imagination humaine aucune fantaisie si forcenée qui ne rencontre l'exemple de quelque usage public. Alors, je traduis. On peut bien être sûr que l'imagination humaine, toutes les formes les plus monstrueuses, les plus étonnantes de l'imagination humaine, on peut être sûr que quelque part, elles sont passées en usage sous la forme de coutumes, à un moment donné, à une époque donnée, dans un pays donné. On peut être sûr. Bon, voilà. Donc, qui ne rencontre, qui ne trouve l'exemple de quelque usage public. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la suite de la formule. Et par conséquent, que notre discours, chez Montaigne, discours dans les essais, souvent, est le synonyme de raison. Le discours, la raison, un petit peu comme le logos des Grecs qui signifiait indistinctement la parole et la raison à la fois. Donc que notre discours n'étaye, de fournir un étais, n'étaye et ne fonde. Donc la raison, c'est une puissance de justification de ce qui est déjà là, d'une certaine manière, ici, puissance de justification de la coutume. Chacun a d'excellentes raisons d'approuver, de justifier aux yeux des autres ses propres coutumes, et bien entendu, on peut être sûr aussi de dénigrer les coutumes des autres. Donc voilà, la raison comme puissance de justification de la coutume. Mais au fond, vous allez voir, on peut faire fonctionner, si je puis dire, la raison contre elle-même, en la poussant un petit peu plus loin, en profitant de sa nature qui est de rechercher des justifications. Et donc, cette fois, on va chercher à justifier les coutumes, justifier une coutume déterminée à laquelle on tient ou qu'on est amené par accident ou quelquefois à vouloir valoriser auprès de quelqu'un. Bon. Donc on cherche à la justifier. Et cette fois-ci, la recherche de justification va aboutir exactement au contraire de ce qu'on voulait, c'est-à-dire à la découverte de l'absence de justification. Je vous cite le passage, c'est le paragraphe 20. Mais, dit Montaigne, quêtant toujours jusque à son origine, donc enquêtant, on retrouvera le mot chez Pascal, c'est sondant, donc quêtant toujours jusque à son origine, l'origine de la coutume, de telle ou telle coutume, peu importe, j'y trouvais le fondement si faible, j'y trouvais le fondement de cette coutume, si faible qu'à peine que je ne m'en dégoûtasse, que c'est à peine si je ne m'en suis pas dégoûté de la coutume en question.
hein, qu'à peine que je ne m'en dégoûtasse, moi qui avais à la confirmer en autrui. Donc moi, je cherchais à justifier, à valoriser la coutume en question, et je me suis un petit peu cassé la tête pour découvrir ce que pouvait être, par exemple, son origine. Et puis, je me suis aperçu, en passant, que cette origine était ou bien dérisoire, ou bien totalement accidentelle, ou bien absurde, ou je ne sais quoi. Bref, voulant justifier, je trouve que la coutume, voulant justifier la coutume, je trouve qu'elle est totalement injustifiée. Et donc, voilà, dans une perspective qui est typiquement sceptique, vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce qu'il en était du scepticisme, eh bien, on peut utiliser la démesure propre de la raison, c'est-à-dire cette folie de chercher des justifications et des raisons à toute chose. On peut donc utiliser cette démesure pour démystifier le prestige de la coutume, c'est-à-dire cette force qu'elle a de nous apparaître comme justifiée, de nous apparaître comme naturelle, etc., etc. Cherchons donc à faire valoir, comme il dit, faire valoir, montrer la valeur. Hein. Cherchons donc à faire valoir telle coutume, cherchons son origine, cherchons sa justification première, origine ici, et voilà, le résultat, c'est qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas, ou on trouve des choses très très décevantes. Et c'est à peine si on ne se dégoûte pas du même coup, hein, c'est à peine si on ne se dégoûte pas de cette coutume qu'on voulait pourtant justifier. La seule justification, continue le texte un peu plus loin, dont puisse se prévaloir la coutume, c'est la barbe chenue. Vous avez peut-être vu cette expression, la barbe blanche, hein, de son masque, c'est-à-dire le masque de l'ancienneté. Au fond, si on regarde bien, la seule chose dont les coutumes puissent se prévaloir, c'est de leur ancienneté, à tel point qu'à un moment donné, on finit par dire d'elle, eh bien, on a toujours fait ainsi. C'est ainsi qu'on a toujours fait. La coutume, dit-on, est immémoriale. Si maintenant, évidemment, on regarde de près comment les coutumes naissent, on s'aperçoit qu'elles sont quelquefois très récentes. Mais enfin, elles se présentent toujours comme immémoriales et c'est leur grand titre de valeur. Mais c'est leur seul titre de valeur en réalité. Et donc, nous voilà dans le moment crucial de la désaliénation, si vous permettez ce mot. Certes, explique Montaigne à ce moment-là, le monde se dérobe sous nos pieds. C'est en un sens la fin d'un monde, mais parce que la coutume, c'est ce qui nous accommode au monde. Alors, une belle expression à un moment donné dans le texte, vous l'avez peut-être vu, c'est ce qui nous rend content du lieu où on est, hein, même quand on est écossais. Donc c'est ce qui nous accommode au monde, et ici, bah, tout d'un coup, ce principe d'accommodation disparaît, donc le monde s'effondre, etc. Mais, continue Montaigne, je cite, c'est dans le paragraphe 22, rapportant les choses à la vérité et à la raison, il sentira, celui qui a connu cette expérience, cet essai, il sentira son jugement comme tout bouleversé, ah ben oui, bouleversé, donc le monde est sans dessus dessous, tout bouleversé et remis pourtant en bien plus sûr état. Et remis pourtant, le jugement est remis pourtant en bien plus sûr état. Voilà, paragraphe 22, fin de citation, c'était lent. Paragraphe 22, je voudrais expliquer ce point. Donc, je me suis défait de la prise de la coutume, je n'en suis plus le sujet captif, et j'ai conquis, voilà le bien plus sûr état, j'ai conquis cette fameuse liberté de jugement qui me constitue moi, comme moi, justement. On a là une expérience qui n'est pas sans rappeler, ou qui anticipe en même temps, parce que c'est avant, qui n'est pas sans rappeler le doute cartésien. Hein. Le doute cartésien, et d'ailleurs Montaigne doit quelque chose, évidemment, et beaucoup de choses même à Montaigne, et notamment, vous le voyez, dans le discours de la méthode. Bon, maintenant qu'on a conquis cette liberté de jugement, que le moi est advenu, quelle disposition prendre dans la vie? Voilà la question que se pose ensuite Montaigne. Quelle disposition prendre? Et notamment, quelle disposition prendre par rapport à ces coutumes dont on vient de voir qu'elles n'ont plus la moindre justification, que plus rien ne les fonde? Eh bien, c'est au paragraphe 24 que la réponse est donnée. C'est un paragraphe intéressant qui risque de passer inaperçu, parce qu'il a un petit air anecdotique. Comme souvent chez Montaigne, qui déteste les développements didactiques, eh bien, les choses se présentent toujours dans la légèreté et dans l'anecdote. Eh bien, au paragraphe 24, il est question des vêtements. Il commence par cette formule « quant aux choses indifférentes », indifférentes voulant dire sans importance,
quant aux choses indifférentes comme vêtements. Hein, voilà. Tout d'un coup, il se met à nous parler du vêtement. Donc, choses indifférentes, comme je viens de vous le dire, ça veut dire choses sans importance. Il est question de la mode vestimentaire. Et c'est précisément parce qu'elle est sans grande importance, cette mode vestimentaire, qu'il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, autour d'elle, pas vraiment d'enjeu autour d'elle, qu'elle va pouvoir servir de paradigme. Paradigme, ça veut dire de modèle, quoi. On va pouvoir s'exercer à penser sur la question du vêtement, parce qu'on peut le faire très librement, sans enjeu dramatique et sans sortir son revolver. Voilà. Donc on peut raisonner facilement, mais il faudra se souvenir que si on parle de vêtements, en fait, on parle de toutes les coutumes. Et vous savez peut-être que le mot costume est la forme originelle du mot coutume. Enfin, cela dit, le mot costume en français dans le sens de vêtements n'est entré en français qu'au XVIIIe siècle, donc on ne peut pas dire que Montaigne ait pensé à ça directement, disons. Voilà. Alors, donc, Montaigne, vous avez compris, parle du costume pour parler plus facilement de la coutume en général. Voilà. Et donc le vêtement, le costume couvre le corps comme la coutume recouvre la nature. Les vêtements valent, disons, pour les artifices de la culture, ils représentent les artifices de la culture. Le corps, lui, de son côté, couvert par les vêtements, le corps représente la nature. Voilà comment il faut voir une sorte d'analogie, bien sûr. Et on pourrait penser, dit Montaigne, que la vraie fin, il parle de la vraie fin, la vraie finalité du vêtement est de servir le corps, d'assurer son confort, de protéger sa pudeur. Or, explique-t-il, si on rapporte nos vêtements à cette fin que je viens de détailler, si on les rapporte à cette fin, on voit tout le contraire. Nos vêtements nous entravent, ils nous empêchent de vivre d'une certaine façon, de nous déplacer facilement. Et ils soulignent ce que la pudeur nous oblige à cacher. Donc il fait allusion ici, par exemple, à la façon de souligner la braguette qu'avaient les gens du XVIe siècle dans leur habillement. Bien. Alors voilà, si on compare, si on rapporte les vêtements tels qu'ils sont dans la mode et tels qu'ils devraient être selon la nature et la commodité des choses, eh bien, on est tout de suite déçu ou étonné ou choqué. Quelle conclusion en tirer? Eh bien, pas du tout celle qu'on attendrait. Je veux dire par là qu'au lieu que Montaigne invite à tourner le dos à la mode, eh bien, il invite à la suivre. Et là, il nous déroute, évidemment, il le fait un petit peu exprès. Et pourquoi suivre la mode si on vient de voir qu'elle n'a pas la moindre sens, d'une certaine façon? Eh bien, parce que ceux qui ne suivent pas la mode, il dit belle formule, le style commun, ceux qui ne suivent pas la mode, ceux qui veulent faire preuve d'originalité, le font pour deux raisons possibles, explique-t-il. Ou bien ils le font parce qu'ils ont un jugement altéré, ils sont fous, ou bien ils cherchent à se distinguer. Et c'est une forme d'ambition en fait qui les anime, hein, une folie de la distinction peut-être. Voilà. On pense ici, dans les deux cas, de toute façon, on pense, je ne sais pas si vous avez en tête le début du Misanthrope de Molière, avec le personnage d'Alceste qui se refuse à suivre le style commun, justement, et à s'habiller comme la mode le voudrait. C'est exactement ce personnage-là qu'il faut avoir en tête. En réalité, les originaux mettent de la valeur, ils mettent du sacré, ils mettent du sérieux, en tout cas, là où ils n'ont rien à faire. En réalité, les originaux, c'est ceux qui vont contre la mode, hein, en l'occurrence, là, les originaux qui prennent le contre-pied de la mode prennent la mode très au sérieux, très au sérieux. Ils investissent d'une valeur extraordinaire ce qui est indifférent, comme dit Montaigne. Et ils sont aussi dupes, les originaux, les anti-modes, ils sont aussi dupes de la mode que le sont les fashion addicts, comme on dit. Voilà. Ils oublient que ce sont là choses indifférentes, qu'il n'y a aucune importance, qu'il n'y a aucune valeur dans le fait de porter un bonnet carré plutôt qu'un bonnet rond. Ce sont choses indifférentes auxquelles il faut soi-même être indifférent. En réalité, le rapport, comme je l'annonçais au départ, le rapport du vêtement au corps
Et donc un rapport artificiel, c'est un rapport arbitraire, c'est un rapport conventionnel. Et c'est un rapport de signification. On peut le penser, ce rapport du vêtement au corps, comme on pense le rapport des mots aux choses qu'ils signifient. Ainsi, voilà, on peut dire arbre pour désigner un arbre, certes, mais on peut aussi dire tree quand on est anglais, arbol quand on est espagnol, etc. Je veux dire que les appellations ici, les vêtements que se donnent les mots, les vêtements sont totalement conventionnels et arbitraires. Ce qui compte, c'est la chose en question, mais il n'y a pas de rapport entre la chose et le mot. Donc, il y a simplement une sorte d'accord qui s'opère, peu importe comment, mais un accord qui s'opère entre les locuteurs pour attribuer cette valeur de signification aux mots. Eh bien, il en est de même pour les vêtements. Il est inutile de chercher autre chose en eux qu'un rapport social, qu'une façon de se rapporter aux autres en portant tel vêtement. La valeur des vêtements n'est pas en eux-mêmes, elle est dans leur signification sociale, elle est notamment un marqueur d'appartenance à une certaine communauté. Et ne pas vouloir adopter les vêtements de la communauté, en quelque sorte, c'est donc porter atteinte, ou c'est chercher à, ou consciemment, inconsciemment, mais enfin, c'est porter atteinte à la communauté dans une certaine mesure, évidemment une mesure limitée, l'exemple est léger. Et donc, les originaux, de fait, cherchent souvent à choquer, en réalité. Et donc, les originaux, aux yeux de Montaigne, comme d'ailleurs ceux qui croient à la mode, ce sont des fous, d'une certaine façon. Et à ces fous s'oppose le sage, qui arrive dans le même contexte, le sage. Vous avez vu dans ce paragraphe-là, le sage sait, lui, que les vêtements sont en eux-mêmes des choses indifférentes, il n'accorde aucune valeur à la mode, et pourtant il est bien résolu à la suivre. Paradoxe. Il suit la mode, mais dans le plus grand détachement. Et la sagesse, chez Montaigne, est faite de détachement. Nous avons dit au départ que le costume valait pour la coutume en général, pour toutes les coutumes. Et c'est ce qui nous permet d'aborder, parce que Montaigne le fait aussitôt dans la foulée du vêtement, c'est ce qui nous permet d'aborder enfin le fameux conservatisme de Montaigne, qui a déjà pointé le nez en quelque sorte. Je vous cite la phrase importante ici, paragraphe 24. Le sage doit au-dedans retirer son âme de la presse, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la foule, la presse, et la tenir, son âme, la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses. Bon. Mais, quant au dehors, donc en ce qui concerne l'extérieur, quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons, donc les manières, et les formes reçues, les façons et formes reçues. Reçues, c'est-à-dire reçues du fait de la coutume, qui sont en usage. Voilà, fin de citation. Quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons et formes reçues. Donc, d'un côté, on a une entière liberté intérieure, qui est liberté de jugement, d'un jugement qui n'est dupe d'aucune prétendue valeur, qui a réussi à se déprendre de la coutume, et donc du coup à se reprendre lui-même, comme moi, on le disait tout à l'heure. De l'autre côté, on a une entière conformité, mais cette fois-ci extérieure, donc c'est la dialectique de l'intérieur et de l'extérieur. Une entière conformité, mais cette fois extérieure aux usages, dans le comportement qu'on adopte, les vêtements qu'on adopte, et peut-être même les paroles publiques, et même sûrement les paroles publiques qu'on adopte. On comprend bien la liberté du sage. Le sage, c'est celui qui a réussi enfin à échapper à la violente et traîtresse maîtresse d'école. C'est celui qui a conquis l'autonomie de son propre jugement, contre la coutume. Mais il est vrai peut-être qu'on a plus de mal à comprendre le conformisme. Conformisme, c'est-à-dire la volonté de conformité extérieure. Le conformisme pratique que préconise Montaigne, surtout quand il le développe bien ailleurs que dans le vêtement, c'est-à-dire dans le domaine politique. Et pour comprendre la raison profonde de ce
de ce conformisme, eh bien, il faut lire les paragraphes qui suivent immédiatement. Je suis dégoûté, vous avez certainement vu cette fameuse formule, vous la connaissez, je suis dégoûté de la nouvelleté, ou la nouveauté si vous préférez, quelque visage qu'elle porte. Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle porte, c'est-à-dire quel que soit le visage, quel que soit le visage qu'elle présente, cette nouveauté, je la déteste. J'en ai même une sorte de j'ai même une sorte de répulsion fondamentale, le dégoût, hein, répulsion fondamentale pour cette nouveauté. Donc il faut éviter, vous comprenez forcément qu'il faut éviter la nouveauté à tout prix. On verra de quelle nouveauté tout à l'heure et de quelle nouveauté il est précisément question, mais en gros, je voudrais d'abord préciser le raisonnement général de Montaigne dans les paragraphes qui suivent. Premièrement, dans son esprit, et il le dit de diverses façons, la coutume, c'est ce qui assure la paix. Elle ne vaut pas par elle-même, on l'a compris, elle ne vaut rien intrinsèquement, c'est une production d'une imagination collective débridée, bon voilà, aléatoire, accidentelle, contingente, tout ce qu'on voudra. Mais elle vaut, la coutume, par son usage, par sa signification sociale, comme tout à l'heure le vêtement. Sa seule valeur, c'est d'être suivie. Et parce qu'elle est suivie, elle assure un ordre. Elle assure un ordre et un ordre ressenti comme bon, comme justifié par ceux qui adhèrent à la coutume, qui n'ont pas d'autonomie de jugement, qui n'ont en un sens pas de moi, et ceux-là, on peut les regrouper dans le peuple. Deuxièmement, il importe absolument, bien sûr, que le peuple croie à ses coutumes. Et les réformateurs, appelons réformateurs tous ceux qui voudraient dénoncer les mauvaises coutumes, etc., les réformateurs, et je ne dis pas réforme pour rien, les réformateurs ébranlent cette croyance nécessaire, cette croyance salutaire du peuple dans la coutume, en dénonçant le caractère arbitraire des coutumes en question. Et ils le font assez facilement, bien sûr. Ce faisant, en cherchant, n'est-ce pas, à établir de leur côté des usages qu'ils prétendent fonder, ceux qu'ils proposent, les usages que eux proposent, qu'ils estiment fondés, qu'ils estiment non arbitraires, qu'ils voudraient donc mettre à la place des autres, mais qui sont tout aussi illusoires, qui sont parfaitement illusoires également, eh bien, ils vont saper, nos réformateurs, ils vont saper le seul et réel fondement de l'ordre social. L'ordre social n'a pas d'autre fondement que celui-là, c'est-à-dire le fondement coutumier. Ils vont saper l'adhésion à la coutume et ils vont donc provoquer, bien entendu, la guerre. Troisièmement, et de façon plus générale, l'idée de Montaigne, c'est que le monde politique et le monde social, l'ordre politico-social, je ne sais comment dire, l'ordre humain, doit autant que possible échapper à la politique. Je m'explique par politique. La politique, c'est l'intervention consciente, enfin, ou qui se voudrait telle, l'intervention délibérée, l'intervention volontaire des hommes sur leurs propres affaires. Voilà, qu'on peut appeler politique. Eh bien, au fond, Montaigne dit le monde, le monde humain doit, autant qu'il est possible, et si possible totalement, échapper à la politique. Et il faudrait le laisser à lui-même, ce monde social, ce monde humain, parce qu'il est comme un être vivant qui se développe tout seul à son rythme, qui est le rythme lent de l'histoire, tel que Montaigne l'envisage. Maintenant, le problème est qu'à son époque, l'histoire s'accélère très vite. Donc le rythme lent de l'histoire, de la sédimentation des coutumes. Et ce monde humain, il a sa logique propre. Il forme système. Les organes se tiennent les uns les autres, comme les édifices, les vieux édifices médiévaux qui se tiennent, on se demande comment, mais au fond, ils se tiennent parfaitement, ils résistent au temps, on le voit. Et donc voilà, le monde humain est de ce genre-là, c'est une création, étonnante création du hasard, de la nécessité. Et il faut surtout, surtout ne pas y intervenir, parce qu'y intervenir, c'est comme justement intervenir sur un bâtiment médiéval en voulant mieux faire, en voulant le remettre d'aplomb, et en fait, on le fera assurément s'écrouler. Donc, moins les hommes interviennent,
moins les hommes interviennent sur leur propre sort collectif, oui, bon, c'est comme ça, moins ils interviennent, mieux c'est. Moins il y a de politique, mieux c'est. Moins il y a de lois, mieux c'est. Donc ici, on pourrait opposer la loi et la coutume. La loi comme l'intervention législative, l'intervention du législateur, l'intervention de l'État. Donc ici, non, laissons la coutume, hein, laissons la coutume jouer son propre rôle. La société, donc, est comme un organisme vivant et il faut le laisser croître tout seul, bon, sans intervention extérieure. Voilà. Et donc, quatrième et dernier temps de raisonnement, ça veut dire qu'il faut laisser faire la coutume et il faut laisser faire le temps. Et les deux sont liés, évidemment, la coutume et le temps. Si quelque, on peut prévenir ici une objection, si quelque coutume monstrueuse s'instaurait quelque part, et Montaigne l'envisage, et Montaigne n'est pas à approuver toutes les coutumes d'ailleurs, eh bien, si quelque part elle s'instaurait, eh bien, le temps se chargerait de la faire disparaître. Pourquoi? Parce que son incommodité à cette coutume monstrueuse la ferait progressivement éliminer, plus ou moins rapidement éliminer. Et il en est un peu ainsi comme des galets d'une plage qui se frottant les uns aux autres, finissent par perdre toute forme d'aspérité. Eh bien, les coutumes dans la vision historique de Montaigne fonctionnent de cette manière-là. Elles finissent par s'accoutumer les unes aux autres d'une certaine manière, hein, et par conséquent perdre leur côté incommode. Voilà. Bien entendu, là je terminerai si vous voulez bien, bien entendu, il y a à ce texte un arrière-plan historique, je vais juste mentionner, et après voilà, la discussion pourra avoir lieu. L'arrière-plan historique le plus immédiat, c'est la réforme avec un grand R, et d'ailleurs je suis dégoûté de la nouvelleté, quelques visages qu'elle porte. Montaigne indique tout de suite qu'il a à l'esprit la nouvelleté de son temps, la grande nouvelleté de son temps, c'est celle de la réforme protestante. Et figurez-vous que cette réforme protestante, Montaigne la déteste, pas seulement parce qu'elle a déclenché une horrible guerre civile qui a à peine commencé au moment où il écrit, qui va durer 30 ans environ, qui va être une véritable catastrophe, mais il la déteste pour l'origine de cette guerre civile, à savoir cette idée protestante que les questions religieuses seraient soumises au libre examen. Vous connaissez peut-être cette idée de libre examen en matière de foi, attention, en matière de foi qui fait le propre du protestantisme chez Luther puis chez Calvin, c'est-à-dire qu'au fond, chaque fidèle a par lui-même les moyens, pourvu qu'il ait l'aide de Dieu évidemment, chaque fidèle a par lui-même les moyens de méditer le texte sacré et de définir sa propre position sans qu'un prêtre, sans qu'une institution ecclésiale vienne lui dire quoi penser, comment penser, que lire, etc. Et voilà, il a le texte et il en fait quelque chose. Donc le fameux libre examen, eh bien évidemment, c'est cette idée au fond que les hommes, que vous avez peut-être vu à l'entrée de l'apologie de Raymond Sebon, que les hommes vont pouvoir maintenant, les peuples vont avoir l'idée qu'ils vont pouvoir interposer, dit-il, interposer leur jugement à ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'ils vont se mêler d'avoir un avis, les peuples, et pas seulement les peuples, mais aussi les individus. Et les protestants, de ce point de vue-là, ont engagé une catastrophe qui les dépasse de très loin, évidemment, et qui va s'appeler peut-être l'esprit démocratique, je ne sais pas. Et donc voilà, ça, c'est un facteur de guerre. C'est un terrible facteur de désordre. En revanche, l'engagement de Montaigne pour le catholicisme est extrêmement réfléchi, et il part de cette idée qu'au contraire, l'Église catholique, c'est l'Église de la tradition, de la coutume d'une certaine façon, du temps qui passe, qui sédimente les positions. Et c'est une institution avec toute la stabilité que l'on doit à une institution unifiée, etc. Voilà. Donc là, c'est un point important et qui est en arrière-plan du chapitre, à l'arrière-plan des essais, bien sûr. Mais évidemment, il y a d'autres choses. Au moment où Montaigne écrit, dans les années 1570 environ, et d'ailleurs à l'occasion des guerres de religion, commence à naître quelque chose qui aura énormément de succès au siècle suivant en matière de théorie politique, c'est le contractualisme. Cette idée que le gouvernement
l'autorité politique serait instituée par contrat à partir du consentement des sujets. Hein, qu'une autorité ne serait légitime que si elle répond au consentement, que si elle est fondée sur le consentement des sujets à y obéir. Et donc ça, cette idée-là, Montaigne la déteste, et elle est sous-jacente elle aussi. C'est cette idée que les hommes pourraient interposer, les individus pourraient interposer leur décret, comme il dit, euh, interposer leur décret à, aux façons de gouverner, aux façons de vivre, etc. Donc non, ce qu'il faut, c'est au contraire l'obéissance à une autorité traditionnellement établie et qu'on ne discute pas tant elle paraît naturelle. Donc c'est la coutume, bien sûr. Et puis, ce qu'il y a aussi à son époque, mais tout ça est lié, et c'est le dernier point, c'est la transformation de l'État et de la monarchie d'Ancien Régime qui est en train de se constituer, monarchie qui va devenir une monarchie absolutiste. Alors c'est une monarchie qui est en train de refouler la coutume. Vous savez que le droit est largement encore coutumier, il a reçu déjà une élaboration, bon, il n'est plus totalement la coutume originelle, certes, mais il est largement coutumier. Or, à partir du XVIe siècle, il y a une montée en puissance du droit de type législatif, étatique, et Montaigne en est bien conscient, lui qui était un juriste. Et donc, s'il défend la coutume, c'est aussi parce qu'il a en tête ce remplacement d'un droit coutumier élaboré par une sorte de, comment dire, une sorte de sécrétion naturelle de la société. C'est le recul de ce droit-là au profit d'un droit qui émane d'un État, qui émane d'un législateur, qui a une volonté, qui décide, qui dit à partir d'aujourd'hui ce sera comme ci ou comme ça. Donc c'est un changement de monde qui est en train de s'opérer et dont Montaigne pressent toutes les menaces, toutes les menaces. Et pour lui, il n'y a pas de bien, comme plus tard pour Pascal, il n'y a pas de bien plus précieux que la paix. Voilà, je vous remercie.